Bonjour à tous et bienvenue dans Bel et Bien. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui me touche tout particulièrement, les cheveux. Ah oui, mon pauvre. Bon, d'ailleurs, Ali, je propose qu'on remédie tout de suite au problème. Attention, ma chérie. Oula. Mais qui est ce merveilleux jeune homme? Il y a 30 ans. Hein. Voilà. On voit Ali donc avec des cheveux et 20 ans de moins. Bah, vous n'avez pas changé. 30 ans. Là, vous êtes transformé un petit peu en maître zen physiquement. C'est vrai, on a l'impression que vous êtes un peu plus bouddhiste, quoi. Alors, vous le savez, nos cheveux en disent long sur notre santé. Il faut donc en prendre soin. Aujourd'hui, on vous donne donc toutes les solutions et les derniers soins pour les sublimer. Alopécie, pellicule ou cheveux gras, ça fait rêver. On s'attaque à tous les ennemis de votre coiffure. Ou cheveux secs. Voilà. Alors, pour y arriver, l'équipe de Bel et Bien qui a accepté de nous envoyer une photo de leur ancienne coupe de cheveux, ça c'est très courageux. Notre expert, le chevelu, et oui, Christophe André. Ah bah oui. Oh Ah, vous voyez? Ah, je l'avais jamais vu celle-là. Ah ouais, et franchement, ouais, beau gosse. Ah hein. ouais. Et puis nous avons aussi nos chroniqueurs, bien entendu, Elsa Wolinski. Ah oui. Oh La coupe au bol. Tout en Mireille Mathieu, Marie-Tré Stéphanie. Mais on petit m'a chat. pas demandé une photo de bébé. Stan Gusman en jaune poussin. Fait tous des Oh là. Oh là là, mon Dieu. Hey. Et André Manoukian. Non. Last but not least. Wow. Oh, le brushing. La petite méchette sur le côté, André. Bravo. Alors Agathe, je vous laisse démêler le sommaire de notre magazine Bien-être. Oui, et il y a beaucoup à dire. La dermatologue Audrey, alias Dermatodrey, nous distille ses conseils naturels pour prendre soin de son cuir chevelu et de ses cheveux, de la racine jusqu'aux pointes. Et dans la foulée, on vous révèle les derniers soins de médecine esthétique pour sublimer sa chevelure. On revient sur le long combat pour la libération du cheveu féminin avec l'historienne Virginie Giraud et la mannequin Silver, Caroline Ida Ours, qui assume ses cheveux blancs qui lui vont si bien. Enfin, on vous explique comment lutter contre la perte de cheveux à la lumière du témoignage de Laura Sauget, qui souffre d'alopécie androgénique. Elle se livre sur ce complexe qui l'a même fait douter de sa féminité. Pour une femme, perdre ses cheveux, c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais qui est considéré comme honteux. Moi, quand ma fille a eu 2 ans, et c'est là aussi une partie du déclic, je ne me prenais plus en photo avec ma fille de 2 ans, parce que ce que je voyais sur les photos, c'était oui, une belle petite fille, mais je voyais surtout une alopécie, en fait. J'ai décidé à ce moment-là de passer la porte d'une boutique de compléments capillaires. Salut les amis. Salut Ali. Stan, je suis choqué hein, parce que j'ai vu là. Ouais, le je blond, sais, là, c'est une bon, erreur. ouais. Eminem était à la mode à l'époque. Enfin, Alors, dans un instant, on vous livre tous les secrets pour des cheveux resplendissants et en pleine santé. Mais d'abord, Stan Gusman nous offre un voyage autour du monde à la découverte des traditions capillaires les plus folles. Oui, 80 secondes d'image internationale pour vous prouver que chaque pays obéit à ses rites capillaires. Et vous allez constater qu'il y en a pour tous les cheveux et toutes les couleurs. À chaque pays, en somme, son coiffeur. Et on commence notre voyage en Namibie. Dans la tribu Imba, la coiffure des filles évolue au cours de sa vie et en fonction de son statut Facebook. Vous allez comprendre. Petites, les fillettes portent 2 tresses pointant vers l'avant, des couettes qui se déplacent vers l'arrière lorsqu'elles sont en âge de se marier. Puis une fois la bague au doigt, elles se coiffent en enduisant leurs cheveux d'argile afin de témoigner de leur engagement marital. Un drôle de gel artisanal qui fige les cheveux, fixation béton, enfin argile. Et chez les garçons, la coupe est aussi ritualisée. D'abord boule à zéro jusqu'à la circoncision à l'âge de 8 ans, on pense à eux. Une coupe en appelle donc une autre et les voilà qui affichent une importante tresse en forme de corne. Agathe et Ali, voici donc comment vous devriez vous coiffer si vous apparteniez à la tribu Imba. Il y a un truc, hein. Pas mal. Ah ouais, dis donc, pas mal, on fait un pas beau mal. couple hein, quand même, non? Pas mal. Attendez de voir les autres coupes que vous allez avoir en continuant notre voyage avec un vol direct pour l'Inde. Et dans le sud-est du pays, la religion est partout et rien n'est trop précieux pour les dieux de l'hindouisme. Là-bas, les pèlerins les vénèrent en multipliant prières et offrandes. Mais le don suprême est celui des cheveux en signe de sacrifice et de gratitude. Après le rasage, les cheveux sont placés dans une boîte à offrandes. Bon, en réalité, les temples vont en fait les vendre aux enchères dans le plus grand secret à des fabricants occidentaux de moumoutes. Mais bon, chut, faut pas le dire, c'est secret. Toujours est-il, Agathe, que si vous vous convertissiez à l'hindouisme, voici la coupe de cheveux que vous auriez. Quant à vous, Ali, vous ressembleriez, vous en faites. Ouais, c'est-
Au moins, c'est clair. Moi, c'est clair. Allez, on finit notre voyage au pays des traditions capillaires avec une escale en Corée du Nord. La Corée du Nord, dirigée d'une main de velours par le gentil dictateur Kim Jong-un, une véritable fashionista, le Kimi, surtout en ce qui concerne sa ravissante coupe de cheveux. Alors là-bas, le régime exerce aussi sa dictature sur les cheveux en imposant des coupes réglementaires suite à un décret publié par son grand guide spirituel. Chez le coiffeur, les Nord-Coréens sont donc priés de choisir sur catalogue une des coiffures jugées conformes aux valeurs du régime, soit 10 coupes référencées chez les hommes et 18 chez les femmes. Une véritable avancée sociale puisqu'il y a encore 7 ans, une seule coupe masculine était autorisée au pays, celle de Kim Jong-un. La classe. Et voici donc à quoi nous pourrions ressembler si la Corée du Nord venait à conquérir le monde. Je vous présente donc Kim Jong Manoukian, Kim Jong Christophe André et Kim Jong Rébéi. Ali, il est pas mal. Ah non, c'est malaisant là. Non, Ali, il est pas mal du tout. Non, c'est vrai. Assez sexy. Assez sexy, ouais. hein. Alors, Kim Jong Christophe André, comment expliquez-vous que la coupe de cheveux obéit à des codes qui varient d'un pays à l'autre? En tout cas, en voyant ça, on est frappé par la créativité quand même du genre humain avec ses cheveux. Alors les cheveux, les vêtements, des choses comme ça, ça répond aux besoins des humains. L'humain est un animal social, donc il a à la fois un besoin d'appartenance, montrer qu'il appartient à un groupe par des codes visuels très rapides et faciles à reconnaître, et puis aussi des besoins de différence, montrer qu'il n'est pas tout à fait comme les humains des autres groupes. Et au fond, un des organes les plus accessibles, évidemment, ce sont les cheveux. C'est tout en haut, on les voit de loin. Ils sont en général, à un moment de la vie, en tout cas assez abondants, pour se prêter à tout un tas de fantaisies. Et l'importance de cette coupe de cheveux est telle qu'on comprend aisément la réaction de cette jeune femme que vous allez voir. Une pauvre jeune femme qui rate sa coupe de cheveux, enfin sa frange. Et là, c'est le drame. Hein. Regardez, image insoutenable. En fait, ceci. Moi, ça me fend le cœur. Oh, la pauvre. On fait pareil avec votre mèche, Stan? Vous voulez que je le fasse? Et avec la vôtre, Ali. Bref, pardon, je suis insolent. Merci Stan. vous en prie. Allez, il est maintenant temps d'ouvrir notre dossier du jour. Alors, je vais vous présenter quelqu'un indispensable à ma vie. Je vais vous présenter mon coiffeur personnel. Il s'appelle Nassali. Il est ici. Bon, déjà, il est beau gosse, ça peut me permettre. Et il est capable de me faire passer de ça. Non. Oula. Alors, me voilà à 16 ans. Comme vous voyez, aimable et son orchestre. C'était à peu près ma tête par défaut. A des cheveux lisses, comme ceux que vous voyez, lisses et brillants. Car oui, au naturel, j'ai les cheveux non pas bouclés, mais ultra frisés. Bref, alors on l'a mis au défi de coiffer Marianne, Nassali. Alors, Marianne a choisi avec Nassali une nouvelle coupe de cheveux, une nouvelle coiffure, parmi les 5 coupes de cheveux tendance, à savoir le carré bob à la Nathalie Portman, la coupe shag à la Sophie Marceau, l'arrêt au milieu à la Émilie Ratajkowski, M-Rata, c'est mieux. Et la clavicut à la Jessica Alba. Clavicut, c'est pas possible. Ah oui, à la frange rideau aussi, à la Scarlett Johansson. Il va falloir choisir, Marianne, entre ces coupes de cheveux tendance. C'est tout choisi. Hein. On a envie oui de changement, clairement. Donc ça va être le carré bob de Nathalie Portman. Ouais. Pas Nathalie Portman, mais... Bon, très très bon choix. On va pas vraiment faire le carré bob, on va s'inspirer du carré bob, mais on va rajouter une frange rideau un peu déstructurée devant parce que voilà, c'est quelque chose dont elle avait envie aussi. Mais donc on est d'accord, Nassali, que Donc, c'est un énorme changement, là. Ça va être un énorme changement pour Marianne, en effet. Alors Christophe, j'avais une question qui me brûle les lèvres. Existe-t-il un lien entre la coiffure et la personnalité? À en croire la chanteuse Lio, oui. Alors depuis toujours, la couleur de cheveux véhicule de nombreux clichés. On dit la brune affirmée et entreprenante et la blonde douce et effacée. Alors les hommes préfèrent-ils les blondes? Les brunes comptent-elles pour des prunes? Les réponses de Christophe André dans un instant. Mais d'abord, qu'en pensent les Français croisés dans la rue? Notre journaliste Sarah Cadour est allée leur demander.
Quels sont selon vous les différents clichés sur les couleurs de cheveux? Les blondes, elles sont souvent bêtes, ouais, c'est ce qu'on dit souvent. Des femmes un peu superficielles. Sur les roux, on dit beaucoup de catastrophes, très méchantes. J'ai les cheveux roux et c'était la sorcière. Et sur les chauves? Qui sont intellectuels ou qui sont angoissés. Le matin, votre coupe de cheveux, elle ressemble à quoi? Pas à ça. Un peu genre Arthur et les Minimoys, mais voilà, genre avec des pics un peu partout et tout. Voilà. Non mais en gros, ça fait un truc comme ça. Si vous pouviez avoir le choix, quel style capillaire vous auriez eu? Peut-être bouclé. C'est parti. Oh non. Je crois que je préfère celle d'aujourd'hui. Ah ben ça serait rousse, bouclée, à la façon vraiment irlandaise. Alors là, c'est vrai que je fais vraiment irlandaise. Hein. J'en reviens pas. Chauve pour le coup, parce que j'ai jamais fait. Allez. Oh, je ressemble à Obispo. On le constate depuis tout à l'heure, de nombreux préjugés existent sur la couleur de cheveux, notamment en ce qui concerne les blondes. D'ailleurs, des expériences de psychologie sociale prouvent que les hommes préfèrent les blondes. L'une d'entre elles, réalisée par Michael Lynn, professeur en psychologie sociale de l'Université de Cornell aux USA, montre que sur un échantillon de 374 serveuses, les blondes recevaient davantage de pourboires que les femmes ayant une autre couleur de cheveux. J'ai donc voulu tenter l'expérience en demandant 1 euro aux hommes dans la rue en gardant tout d'abord ma couleur d'origine. Bonjour monsieur, il manque 1 euro pour acheter une glace, non? J'ai pas du tout de mon... Ah, ok, merci. Bonjour, excuse-moi, il me manque 1 euro pour acheter ma glace? Non, merci. Il me manque 1 euro pour acheter ma glace? Non? Tant pis. C'est pas aujourd'hui que je vais la manger, ma glace. Changement de méthode. Et si j'essayais en blonde cette fois? Je me suis rendue dans un salon de coiffure parisien pour me faire poser une perruque. Et vous allez le voir, j'ai beaucoup plus de chance. Bonjour monsieur, excusez-moi. Il me faudrait 1 euro pour acheter une glace, il me manque 1 euro. Eh ben, direct, merci beaucoup. Je peux même vous donner 2 euros si 2 euros? Ouais. Eh, mais les gens sont généreux aujourd'hui. Ouais. Excusez-moi, il me manque 1 euro pour acheter une glace. Oui? Ah, c'est gentil. Parce qu'il me manque 1 euro pour m'acheter une glace. Désolé. L'approche, il est pas mal, mais vous allez acheter une glace. Oui, je vais acheter Vous n'allez pas acheter autre chose. À voir, non, je vais acheter. Alors Christophe, comment expliquez-vous les a priori qu'on a sur la couleur des cheveux? Ouais, c'est très fortement ancré, en tout cas en Occident, effectivement. Les blondes sont l'objet d'une certaine forme de valorisation, en tout cas. C'est-à-dire qu'effectivement, si elles demandent de l'argent dans la rue, si elles font de l'autostop, etc., il se passe plus de choses avec elles qu'avec les brunes, donc peut-être parce qu'elles sont moins nombreuses. Après, ce qu'il faut voir, c'est que ces stéréotypes, effectivement, sont aussi porteurs d'un regard un petit peu sexiste, quand même, hein, sur la blondeur, parce que on voyait bien les personnes là, dans le micro-trottoir qui associaient la blondeur à tout un tas de stéréotypes plutôt négatifs tout de même. Voilà, oui, la blondeur, on connaît le cliché principal, c'est celui de la blondasse écervelée, comme dans cette publicité. Je suis choquée. Attends une seconde. Excusez-moi. Bonjour. Où sont mes frites? Dans votre assiette. Elles y sont pas. Ah. les voilà. Christophe, est-ce que vous savez pourquoi la blonde a cette réputation d'être bête à bouffer du foin? Donc, pourquoi ai-je cette réputation? Alors, c'est un truc assez compliqué en sociologie. D'abord, ce qu'il faut dire, c'est que les hommes blonds ne souffrent pas de cette réputation, ce qui montre qu'il y a tout de même un marqueur de sexisme social envers les femmes qu'il n'y a pas envers les hommes concernant la chevelure. Après, lorsqu'on regarde dans les entreprises les biais de sélection, qui recrute-t-on de préférence pour les métiers impliquant une représentation? Ce sont plutôt des blondes, mais lorsqu'on exige un niveau de compétence des femmes, il y a un biais en faveur des brunes. Et oui. Et enfin, le pire, c'est que ces stéréotypes qui viennent manifestement
des mâles, hein, puisque les mâles associent la blondeur à la féminité, à la jeunesse. Hein, une espèce de vieux fantasme, peut-être lié effectivement au fait que les cheveux foncent un petit peu avec l'âge, etc. Mais non seulement les mâles ont un regard négatif sur les femmes blondes, mais les femmes elles-mêmes ont intériorisé ce stéréotype. C'est-à-dire, si vous faites des expériences de psychologie, vous rappelez aux femmes blondes qu'elles sont en général moins compétentes que les brunes, elles deviennent moins compétentes. Si par contre vous leur dites il faut lutter contre ce stéréotype, eh bien elles sont évidemment à compétence égale avec les femmes. Christophe, il faut que je vous pose la question que toutes les femmes se posent. Quelle sobriété. Bah, déjà, sur le plateau, c'est sobre, on est d'accord. Pourquoi, nous les femmes, à chaque fois on se dit, quelle question ça va être? Bah, vous allez voir. Pourquoi, nous les femmes, Christophe, on n'est jamais satisfaites de notre nature de cheveux? On a envie toujours celle des autres. Alors malheureusement pour les femmes, il n'y a pas que de leurs cheveux qu'elles sont insatisfaites, puisqu'elles vivent dans une société où on les pousse sans cesse à s'occuper énormément de leur apparence physique, beaucoup plus que les garçons. Il y a beaucoup de garçons, de jeunes garçons notamment, les ados, qui sont insatisfaits de leurs cheveux, de leur corps, de leurs pectoraux, mais chez eux, les codes, c'est de ne pas en parler aux copains. Ils ont peur de se ridiculiser. Chez les femmes, les codes sociaux leur permettent d'en parler parce qu'on considère que ce sont des créatures inférieures et que s'occuper de leurs cheveux, c'est le maximum qu'elles puissent faire avec leur cerveau. C'est scandaleux, mais c'est comme ça. Après, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les femmes, elles sont surexposées à des mensonges sur l'apparence des cheveux. Toutes les pubs que vous voyez sur les cheveux, les mannequins sont choisis d'abord parce qu'elles ont des chevelures magnifiques, ce n'est pas le cas de tout le monde. Elles viennent d'avoir un shampoing volumateur du feu de Dieu, on leur rajoute des fausses mèches. C'est pareil sur les réseaux sociaux. Et donc, on expose les femmes à des mensonges colossaux qui ne peuvent que les complexer terriblement. Donc, il faut se rebiffer contre ça. Alors, on va maintenant libérer le cheveu féminin de ses contraintes et surtout vous apprendre à aimer vos cheveux blancs. Place au supplément. Et quand il s'agit de défendre les femmes, une nouvelle fois, c'est Stan qui s'y colle avec son exposé. Eh bien, vas-y Stan. Nous allons vous parler du pire ennemi de la femme. Alors non, je ne parle pas de lui, mais du cheveu. Car au-delà du supplice de la brosse qui a traumatisé des générations entières de jeunes filles, depuis toujours, les cheveux ont été un véritable supplice féminin aux mains des hommes, ces derniers les ayant toujours chargés d'érotisme. Preuve en est comment Botticelli représentait sa Vénus, déesse de la beauté, avec une longue parure dorée recouvrant ses parties les plus intimes. Conséquence, les religions, y voyant un signe indécent d'exhibition de l'intimité féminine, n'ont eu de cesse de chercher à domestiquer la si séductrice chevelure des femmes, contraintes dès lors de porter un couvre-chef en société pour des siècles. Amen. La mondaine avait son chapeau, leur servante des coiffes, notre Marianne, qui s'exhibe pourtant tout bonnet à l'air, portait son bonnet phrygien. Vous en voulez encore? Eh bien, petite devinette. Que fait une nonne quand elle rentre au couvent pour témoigner de sa chasteté? Eh bien, elle se voile et d'autres femmes dans d'autres religions en font tout autant. Autre preuve de cette sexualisation des cheveux, le sort réservé à la libération aux femmes qui avaient flirté avec l'occupant allemand. Que faisait-on pour les asexuer? On les rasait. Il faudra alors attendre 1920 et les années folles pour que la femme commence enfin à s'affranchir du stéréotype de la longue chevelure Barbara Gourde. Comme un symbole, l'écrivain Colette coupe alors sa natte d'1,50 m pour affirmer sa bisexualité et prouver que l'on peut être désirable avec un carré plongeant. Et entre nous, ça va à tout le monde, regardez. Sexy Mona, non? D'autres femmes, comme la couturière Coco Chanel ou l'actrice Marlène Dietrich, lui emboîteront le pas. On les appellera maladroitement les garçons. Oui, garçons, comme si une nouvelle fois on ne pouvait être femme sans une longue natte ondulée qui tombe au bas du fessier. Aujourd'hui encore, les cheveux courts restent pour certains au mieux la coupe de la femme ménopausée, au pire celle de la lesbienne ou du garçon manqué. Et oui, en dépit des progrès réalisés, le cheveu long et soyeux reste une injonction à la beauté féminine qu'il faut à tout prix entretenir si l'on veut être belle. Et entre nous, tant qu'on continuera à entendre ça... Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô. Le combat pour des cheveux libérés continuera. Bonjour Virginie Giraud. Bonjour. Je suis ravie de vous accueillir. Vous êtes historienne spécialisée dans l'histoire de la femme et vous êtes tous les jours en podcast dans Au cœur de l'histoire sur le site d'Europe 1.
On va revenir sur la longue et parfois douloureuse histoire du cheveu féminin par ordre chronologique. On commence par l'Antiquité. Quel sort réservait-on aux femmes chez les Grecs et chez les Romains ? Eh bien, on estimait à l'époque que la chevelure était un attribut érotique des femmes. Vous comprenez, une belle chevelure ondoyante, forcément, ça séduit les hommes. Donc, il fallait absolument domestiquer les cheveux en faisant un chignon bien serré de préférence. Et quand les femmes sortaient, il était de bon ton qu'elles mettent un petit bout de voile quand même sur leurs cheveux. Alors, elles en faisaient un accessoire de mode, une petite épingle, ça pend et c'est plutôt joli. Mais l'idée est vraiment de ne pas laisser ses cheveux libres. Alors, on va faire un saut de plusieurs siècles pour parler de la Renaissance avec une drôle de mode à l'époque, une drôle de mode capillaire. Et oui, vers le XVe siècle, on voit apparaître une mode qui est très étonnante où les femmes s'épilent le haut du front, donc à peu près jusque-là, dans la ligne des oreilles. C'est assez étonnant. Bon, là encore, ça va, il y a pire sur certains tableaux. Mais tout simplement parce qu'on pensait à l'époque que c'était un attribut juvénile d'avoir un très grand front. Et c'est pour ça qu'on allait donc s'épiler cette partie du crâne. J'ai une image mentale, Agathe, avec cette coupe. Ouais. Ouais, pas mal. Oui, alors que moi, je l'ai devant moi. Alors, on va voyager, donc, bien vu, on va voyager dans les années 1920 avec le premier réel mouvement d'émancipation de la chevelure féminine, celui des garçonnes, comme Colette, l'écrivaine Colette. Et oui, on est après la Première Guerre mondiale et comme les hommes sont massivement partis au front, les femmes les ont remplacés dans plein de travaux différents. Et comme peigner des très très longs cheveux, ça prend du temps et c'est pas pratique, elles ont pris une paire de ciseaux. Elles ont tout coupé et voilà comment naît la mode garçonne qui est glorifiée dans les années 20. Et les femmes vont beaucoup en jouer pour montrer qu'elles sont libérées, parce que libérées vraiment du temps de coiffage, on parle de 2 ou 3 heures par jour. Et il ne faut pas oublier qu'au temps de Sissi, qui n'est pas très loin avant la Première Guerre mondiale, on est sur la fin du 19e siècle, les femmes ont des cheveux qui peuvent mesurer 1,60 m. Donc je vous laisse imaginer le temps de coiffage. Une femme comme Sissi passait à peu près 3 ou 4 heures par jour à se faire coiffer. Si on résume, Virginie, le cheveu a depuis toujours été domestiqué, voilé, caché sous des chapeaux. Et à partir de quel moment a-t-il réellement commencé à se libérer, le cheveu ? Eh bien, c'est assez récent. Il faut attendre l'après-Deuxième Guerre mondiale pour qu'on voit des femmes qui cessent enfin de porter des chignons. Alors évidemment, il y a un glissement. Mais souvenez-vous d'une scène de la télévision qui est mythique. C'est le moment où Simone Veil enlève son chignon à l'antenne. Oui. Et là, on passe de la ministre à la femme. Donc c'est quand même un moment exceptionnel. Et on voit donc ce glissement qui s'opère dans les années 60, 70. Les femmes se rebellent contre l'ordre établi, contre l'ordre bourgeois. Elles enlèvent leur pince à chignon et elles laissent leur chevelure ondoyante. Voilà, Farah Fawcett en est un très bon exemple. Donc toutes ces femmes, évidemment, se font des brushings pour donner un petit peu d'allure à la chevelure, mais on passe beaucoup moins de temps à se coiffer et on se montre plus naturel. On vous écouterait pendant des heures. Ouais. Merci beaucoup Virginie Giraud. Je rappelle qu'on peut vous retrouver tous les jours en podcast dans Au cœur de l'histoire sur le site europe1.fr. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Allez, il est maintenant temps de vous donner toutes les solutions naturelles pour prendre soin de vos cheveux et de votre cuir chevelu. On ouvre la boîte à outils. Bonjour Audrey. Bonjour. Vous êtes dermatologue, on vous connaît sur les réseaux sociaux sous le nom de Dermatodré et vous êtes également l'autrice de Faire la paix avec sa peau aux éditions Larousse. Alors pour commencer, pouvez-vous nous expliquer le cycle de vie d'un cheveu ? Ah oui, c'est intéressant comme question. Le cycle de vie d'un cheveu, il va se renouveler 25 à 30 fois au cours de la vie. Et il comprend 3 phases. La première phase de pousse, c'est ce qu'on appelle la phase anagène. Et sa durée est variable selon les personnes. Les femmes, ça va être autour de 5 ans. Et les hommes, c'est un peu plus court. C'est ça qui explique que naturellement, les femmes peuvent avoir les cheveux plus longs que les hommes. Et puis ensuite, il y a la phase catagène, qui est très courte, qui dure 3 semaines, qui est juste la stabilisation du cheveu. Et ensuite, la phase télogène. La dernière, c'est la phase où le cheveu va tomber, se décrocher, qui dure 2-3 mois. Il y a à peu près 15% des cheveux qui sont actuellement dans cette phase-là, ce qui explique qu'on perd en moyenne 50 à 150 cheveux par jour. Donc on a tous, c'est normal de perdre des cheveux, d'en trouver sur ses vêtements, ses oreillers, etc. Ouais, ça fait longtemps que ça dure. Audrey, on voudrait que vous nous donniez les 3 règles d'or pour prendre soin de sa chevelure au quotidien. Première règle, se laver les cheveux avec un shampoing doux
et naturel. Ça, c'est ultra important. C'est effectivement important d'avoir un shampoing doux, donc des tensioactifs, des produits détergents dans le shampoing, qui soient assez doux pour préserver en fait l'équilibre du cuir chevelu. Parce qu'on peut avoir des irritations du cuir chevelu, des pellicules, etc. C'est très fréquent. Donc ça, c'est pour le côté shampoing. Pour les personnes qui ont les cheveux gras, par exemple, un petit tips, ça va être de se laver les cheveux 2 fois d'affilée. Parce que quand la sécrétion de sébum est importante, souvent on savonne une première fois, on rince, et en fait on peut re-shampouiner d'affilée tout de suite. Ça permet de mieux nettoyer le sébum, sinon en fait on nettoie jamais réellement. En revanche, cheveux secs, une fois ça suffit. Une fois, ça suffit. Et quand on parle de cheveux secs, en fait, souvent, on parle des longueurs qui sont sèches, des pointes qui sont abîmées, comme le coiffeur disait tout à l'heure. Là, en fait, dans ce cas-là, il faut un après-shampoing qu'on appliquera sur les longueurs à chaque shampoing ou une fois sur 2, ça dépend de la texture du cheveu. Et enfin, le dernier petit conseil, je dirais, c'est d'adapter le rythme des shampoings à sa sécrétion de sébum. Alors, deuxième... Ça va, vous ennuyez pas trop dans cette émission? Non, ça va. Deuxième règle d'or, entretenir et nourrir ses cheveux régulièrement. Oui, on peut utiliser soit des après-shampoings, soit des huiles. Moi, je déconseille plutôt de faire des bains d'huile complets du cuir chevelu parce que, en fait, les microbes qui sont présents sur le cuir chevelu, notamment les levures, ils aiment beaucoup le gras. Donc, ça va plutôt favoriser les pellicules quand on applique de l'huile sur le cuir chevelu. Moi, j'avais une autre question, c'est qu'on parle beaucoup des shampoings solides aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est bon? Parce qu'on sait que c'est bon pour l'écologie, mais est-ce que c'est bon pour nous, en vrai? Est-ce que ça marche vraiment? C'est comme un savon. C'est comme un savon solide. C'est pas spécialement meilleur pour le cheveu qu'un shampoing liquide. Ça va dépendre en fait du tensioactif utilisé. Certaines personnes vont préférer les shampoings solides, d'autres les liquides. Ça, au niveau dermatologique, il n'y a pas de différence. Pour les brosses, les peignes et tout ça, est-ce que vous avez des conseils à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des brosses mieux que d'autres? Est-ce qu'il y a des peignes mieux que d'autres? Voilà. D'abord, pensez à nettoyer régulièrement sa brosse ou son peigne. Parce qu'en fait, il y a du sébum justement et des levures qui peuvent se développer dedans. Et en fait, on va se recontaminer en permanence avec ces accessoires. Ensuite, c'est vrai que le type d'accessoire va changer selon le type de cheveux. Une personne qui a les cheveux bouclés, frisés, ne va pas se coiffer avec les mêmes outils qu'une personne qui a les cheveux raides. Les brosses qu'on met à partir du cuir chevelu, le problème, c'est que ça va un peu stimuler la sécrétion de sébum et étaler le sébum. Donc si on a les cheveux gras, je déconseille plutôt d'utiliser ce type de brosse ou en tout cas de ne pas partir vraiment de la racine. Et j'ai amené The brosse, the peigne. Un peigne en bois, tout simplement. Le bois, c'est facile à nettoyer. Ça évite, on ne part pas de la racine, donc ça permet juste de démêler les longueurs. Ça ne casse pas les longueurs et ça ne les rend pas électriques, contrairement au peigne en plastique. Donc moi, je trouve que le peigne en bois, pour les cheveux raides, en tout cas, je parle pour les cheveux frisés, on ne peut pas utiliser autre chose que ça. Moi, ils sont naturellement très raides, je dois dire, et on les a un peu mis en forme pour l'émission. Donc pour les cheveux raides, le peigne en bois, c'est très bien. Pour les cheveux frisés, ondulés, qu'on veut mettre en forme, il y a des brosses qui sont divisées. Et qui permettent... Moi, j'ai fait avec un peigne qui est encore, quand je laisse mes cheveux naturels, ce qui est le cas dès que je ne suis pas sur un plateau, c'est un peigne qui est encore plus écarté que ça. Écarté pour juste séparer. Pour pas casser les boucles et pour pas les rendre mousseux, parce que sinon... C'est technique tout ça. Hein. Je me demandais, est-ce que quand on se brosse, ça stimule la pousse des cheveux? Est-ce que le brossage, ça stimule? Pas vraiment. Pas vraiment, non, Okay, c'est une idée reçue. Grâce à Audrey, on a vu comment prendre soin de ses cheveux naturels, mais dans certains cas, on peut également avoir recours à des soins de médecine esthétique. Notre journaliste Sarah Cadour est allée prendre soin de sa crinière dans une clinique spécialisée. Je me suis rendue dans une célèbre clinique parisienne afin de connaître les solutions de médecine esthétique proposées pour soigner les différents problèmes capillaires que nous pouvons rencontrer sans passer par la case chirurgie. D'ailleurs, pourquoi les patients poussent-ils la porte de cette clinique ? En général, ils viennent nous voir pour des problèmes d'alopécie, totale, partielle ou peut-être diffuse, et de plus en plus pour de la prévention, parce qu'ils ont une santé du cheveu qui est moins visuelle et qu'ils ont envie de traiter justement la beauté du cheveu. Ça démarre toujours par un examen clinique réalisé par un médecin qui est spécialisé dans la médecine esthétique capillaire, à l'aide d'une machine de diagnostic qui est assez nouvelle et qui permet finalement d'appuyer sur le plan scientifique ce qu'on constate à l'œil nu. Cette machine que vous voyez analyse votre cuir chevelu grâce à une intelligence artificielle. Elle vous livre un diagnostic capillaire complet, cheveux fins ou trop secs, manque de tonicité, début d'alopécie, votre coiffure est passée au crible. En fonction de votre problématique, la machine vous propose un soin capillaire adapté. Parmi les traitements proposés pour booster la repousse des cheveux, le PRP.
PRP pour plasma riche en plaquettes qui fonctionne par injection de notre sang dans notre cuir chevelu. N'ayez pas peur, une précision s'impose. Il s'agit d'une prise de sang. Le sang va être passé dans une centrifugeuse spécialisée qui va permettre de séparer et de garder que la bonne partie du sang, les plaquettes, qui contiennent justement des facteurs de croissance. Et c'est ces facteurs de croissance qui vont justement donner l'information aux cheveux de repousser s'ils ne poussaient plus ou de pousser de manière plus intense et plus rapide surtout. Donc ça, c'est une des techniques. En France, elle est autorisée uniquement pour des traitements thérapeutiques et non pas esthétiques, donc pour des patients qui souffrent d'alopécie. Ensuite, on a la mésothérapie. La mésothérapie, c'est de l'acide hyaluronique associé à des vitamines différentes. Donc, c'est vraiment des micronutriments. Et puis, à chaque fois, on injecte en fait dans les zones. Donc, ça peut être au niveau des gobes, ça peut être derrière, ça peut être partout. Donc, les quantités vont dépendre aussi du nombre de zones qu'on souhaite traiter. Et après une séance de PRP ou après une séance de mésothérapie, on finit sous du LED. Ça va aider à la cicatrisation, c'est assez confortable pour le patient et ça aide aussi à la régénération cellulaire. Et la combinaison de la luminothérapie avec les injections offre un meilleur traitement, un meilleur résultat aux patients que sans l'association du LED. Il faut savoir que des cures de luminothérapie sont aussi possibles seules afin de ralentir la chute de cheveux et en stimuler la croissance. Alors depuis que je suis maman, je ne sais pas si c'est lié, mais j'ai l'impression que mes cheveux ne sont pas en très bonne santé. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? Je pense que le soin le plus adapté serait de tester un hydrafacial Keravive, qui est un traitement spécialisé pour le cuir chevelu. C'est vraiment autour de la beauté du cheveu. C'est un traitement toujours en médecine esthétique, capillaire, mais beaucoup moins invasif puisqu'il n'y a pas de piqûre. Donc c'est assez agréable. Donc, il y a un système d'hydradermabrasion. Donc on aspire et puis on diffuse avec différents embouts qui sont liés aux différentes étapes du soin. Et puis on va venir nettoyer, hydrater. Et la partie la plus importante, c'est le fameux booster Keravive qui lui va donner des peptides et des micronutriments aussi, et qui va permettre de diffuser ensuite, donc au niveau du cuir chevelu, ces différents boosters. Eh bien, c'est le traitement qu'il me faut pour régénérer mes cheveux. Et après 45 minutes de soins, la séance touche à sa fin. Et je sens mes cheveux plus souples déjà. Le résultat sera visible après 30 jours. Le traitement comprend 3 séances espacées d'1 mois. Je repars même avec mon bilan capillaire qui permettra lors des prochains examens de suivre l'évolution et la bonne santé de mon cuir chevelu. Merci Tracy. Avec plaisir, à bientôt. À bientôt. Petite réaction, Audrey? Il y a effectivement beaucoup de demandes en médecine esthétique concernant le cuir chevelu, la santé des cheveux. Je pense que c'est important de faire d'abord le diagnostic du type de perte de cheveux. Est-ce que c'est une perte temporaire, ce qu'on appelle un effluvium, ou bien une perte plus durable qui va entraîner, elle, une diminution de la masse capillaire? Oui, c'est important. Nathalie, vous auriez peut-être un soin à nous conseiller pour donner un petit coup de fouet à nos cheveux? Le botox du cheveu, c'est parfait. Enfin, c'est un soin en profondeur. Qu'on peut faire, bon, évidemment, si on a les cheveux très très secs, on va peut-être le faire plus souvent, mais autrement, on peut le faire 1 à 2 fois par an pour des cheveux qui ont tendance à se fragiliser. Donc, voilà. Donc, Et alors, est-ce qu'éventuellement, tu pourrais me faire un petit botox derrière les fagots et puis peut-être te tromper et descendre un tout petit peu par ici? Bon, voilà. Alors, ne pas confondre avec le botox du visage. Hein. Ah, c'est ça. deux choses. Mais qu'est-ce que c'est le botox? C'est quoi les soins botox? C'est un soin, mais qu'on fait En comment? fait, c'est un soin à base de kératine et d'acide hyaluronique et aussi beaucoup d'acides aminés. Voilà. Alors justement, s'il y a de l'acide hyaluronique, est-ce qu'on pourrait aussi éventuellement... Non, Allez. ça ne marche pas pour le visage. Passons maintenant au chapitre de la calvitie. Si elle est acceptable quand on est un homme, elle est beaucoup plus difficile à accepter lorsqu'on est une femme. Pour en parler, on accueille notre journaliste Marie-Treille Stéphanie. Bonjour Marie, alors parlez-nous de votre rencontre de la semaine. Bonjour, alors vous avez abordé tout au long de l'émission à quel point la chevelure des femmes était un élément de séduction mais aussi de bien-être. Alors comment vivre quand nos cheveux se clairsèment peu à peu? Quand la question du matin c'est pas comment je vais me coiffer mais plutôt comment je vais cacher mes cheveux, je suis allée rencontrer Laure qui souffre d'une alopécie depuis ses 20 ans et elle a appris à vivre avec et mieux, elle a même créé son entreprise pour proposer aux femmes des solutions qui souffrent comme elle d'alopécie. Regardez. Bonjour Laure. Bonjour. Vous avez 35 ans et vous souffrez d'une particularité au niveau capillaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? En fait, j'ai une alopécie androgénétique. Donc c'est un mot peut-être impressionnant comme ça, mais c'est en gros une calvitie féminine.
C'est une pathologie qui touche environ 20% des femmes et qui fait que la femme va progressivement perdre une partie importante de sa chevelure et devenir de plus en plus clairsemée. L'alopécie androgénétique est liée à une hormone mâle présente chez toutes les femmes, un dérivé de la testostérone. Cette hormone va avoir une action sur le bulbe du cheveu en accélérant son cycle jusqu'à épuisement. Selon les femmes, les pertes capillaires vont plus ou moins se stabiliser en fonction des variations hormonales. Pour autant, Laure ne considère pas cette particularité comme une pathologie. Un homme qui est chauve, on ne va pas dire qu'il est malade. Donc pour moi, une femme qui est chauve, elle a un problème, mais elle n'est pas forcément malade en fait. Pour une femme, perdre ses cheveux, c'est quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais qui est considéré comme honteux. Donc quand on trouve une solution pour cacher ce problème, on ne va surtout pas le dire. C'est comme une personne qui porte un dentier. Elle ne va pas le dire qu'elle porte un dentier. Pourtant, dans la sphère médiatique, il n'y a pas de femmes connues qui ont des alopécies. Il y a des femmes très connues, qui sont connues par tous les Français, qui souffrent d'alopécie. Il y en a beaucoup qui se cachent. Elles vont utiliser différents artifices, que ce soit poudre densifiante ou autre solution pour pas que ça se voit. Et je pense qu'il y a aussi un biais, c'est que dans la sphère médiatique, les femmes qui sont très mises en avant, elles sont souvent très belles, elles ont souvent une très belle chevelure, elles portent des extensions. Donc c'est aussi ça, c'est que est-ce qu'une femme qui perd vraiment ses cheveux et qui aura sa beauté peut-être très atténuée va rester sur le devant de la scène? C'est une vraie question. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que elles font en sorte que ça ne se voit pas quand elles ont ce type de pathologie. Pour les femmes qui souffrent d'alopécie, quelles sont les répercussions dans leur vie? Moi, je sais que pendant des années, j'en ai jamais parlé à personne, ni à mes amis, ni à ma famille, ni à mon conjoint, même s'il savait que j'avais ça, parce que juste j'avais honte de dire je souffre parce que je perds mes cheveux, en fait. Ça a un impact sur la qualité de vie. Moi, quand ma fille a eu 2 ans, et c'est là aussi une partie du déclic, je me prenais plus en photo avec ma fille de 2 ans, parce que ce que je voyais sur les photos, c'était oui, une belle petite fille, mais je voyais surtout une alopécie, en fait. Laure souffre aussi des regards insistants des collègues sur son cuir chevelu. Elle cache ce mal-être à son conjoint. Petit à petit, sa vie tourne autour de son alopécie, jusqu'au jour où elle a un déclic. J'ai décidé à ce moment-là de passer la porte d'une boutique de compléments capillaires. C'est quoi les compléments capillaires? C'est ce que j'ai actuellement sur la tête. Je vais vous montrer, c'est très très simple. Donc en fait, c'est une pièce de cheveux qui va compenser la perte et qui se clip. Vous voyez, j'ai fait 3 clips. Tac, tac, tac. C'est très facile à mettre et à retirer. Alors, il y a des petits tips, des trucs et astuces pour que ça se passe bien, parce que voilà, il y a quand même un petit coup de main à avoir. Ça se fond totalement dans vos cheveux. Voilà, ça se fond complètement. Et c'est une imitation du cuir chevelu qui est parfaite. Si on s'approche... D'accord, oui, ça fait une vraie raie naturelle. C'est indétectable. Normalement, il faut un miroir. C'est quand même plus confortable, mais bon, on va dire que j'ai l'habitude et je vais essayer d'y arriver. Et en 2-3 clips, on le fond avec ses cheveux. On peut bien sûr s'attacher les cheveux, faire des coiffures. Et là, voilà, ça fait quand même toute la différence. Ça a été une révélation pour moi. J'ai dû passer toute la première semaine à me regarder dans le miroir. Je me rappelle que j'étais au travail et je sortais pour aller aux toilettes pour me regarder et m'auto-trouver belle, en fait. Mais paradoxalement, avoir un volumateur, ça m'a permis d'accepter mon alopécie. Et maintenant, je ressens moins le besoin de le mettre parce que je me dis... oui, je deviens progressivement chauve, je suis très clairsemée, mais j'ai une solution. Si je veux être belle, je peux. Ouais, joli témoignage. J'aimerais vraiment saluer tout le travail de démocratisation de Laure, pour qui il est important de montrer des femmes dégarnies dans les médias et qu'il a fait elle-même dans mon sujet, donc merci. Et je conseille à toutes les femmes qui souffrent d'alopécie de découvrir la chaîne de Laure comme un diadème. Elle donne toutes ses astuces pour vivre avec un volumateur capillaire, comme on l'a vu, mais aussi pour assumer son alopécie. Parce que Christophe, comment on peut expliquer qu'elle ait eu besoin de porter ses volumateurs capillaires pour enfin s'assumer telle qu'elle est avec son alopécie? Pourquoi elle a dû passer par cette case-là? Parce que c'est extrêmement douloureux pour une femme de perdre ses cheveux. Enfin, Audrey pourra en parler mieux que moi, mais c'est quelque chose de traumatisant. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en Occident, en tout cas, la mode pour les hommes change. Tantôt, il faut avoir la tête tondue, tantôt on peut avoir les cheveux longs, puis les cheveux... Pour les femmes en Occident, c'est toujours les cheveux longs. Jamais les femmes occidentales ne sont durablement entichées d'une mode qui consistera à se raser le crâne. Donc, pour les femmes occidentales qui perdent leurs cheveux, c'est un drame total. Donc, elles ont besoin, comme cette jeune femme, c'est extrêmement touchant ce témoignage, elles ont besoin
d'un temps d'adaptation. Alors vous savez, c'est un peu comme la chirurgie plastique. En fait, le fait de se retrouver, de se rencontrer à nouveau avec des cheveux, fait qu'elle cesse. Au début, elle regarde que ses cheveux, puis après, elle regarde la vie, elle regarde le reste de son corps, elle regarde ses relations, et son insatisfaction, sa souffrance est apaisée, et tout à coup, elle se dit, bah oui, j'ai pas choisi d'être dégarnie, mais je dois m'habituer à habiter cette condition. En fait, ce que disait Marie dans son sujet, c'est qu'il faudrait qu'une personnalité médiatique féminine qui Exact. souffre d'alopécie, qui monte la voix, quelqu'un de glamour et qui dise écoutez, je suis glam, mais entre nous, je souffre d'alopécie. Surtout, Et il y en a. Ce que me disait Laure, c'est que nous, on en connaît tous autour de nous, en fait, des femmes qui, au fil de l'âge, se dégarnissent un peu et ça va. Il faut juste que ça soit représenté médiatiquement. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a quelques Oui, sur les réseaux sociaux, il y a Disruptive Beauté. Disruptive Beauté, voilà, voilà, qui est ouais. quand même elle qui souffre d'alopécie, qui est vraiment complètement chauve et qui joue beaucoup de son glamour, qui met plein de perruques, qui marche dans la rue sans perruque et est chauve, qui se maquille beaucoup. Mais c'est l'entre-deux qui est encore une étape aussi. C'est ça. Alors Audrey, existe-t-il des solutions pour redensifier sa chevelure quand on subit une alopécie de ce type ? Alors oui, il y a plein de solutions quand même. Donc pour les hommes, on peut utiliser du minoxidil ou du finastéride, c'est-à-dire un médicament qui va agir sur la testostérone qui a tendance à inhiber la production du cheveu. Mais alopécie et calvitie, c'est la même chose, on est d'accord. Alopécie, ça veut dire perte de cheveux, quelle qu'en soit la cause. Et calvitie, c'est ciblé. Calvitie, ça signifie alopécie androgénique, donc liée aux hormones, aux androgènes. Et en général, calvitie, c'est pour les hommes. On ne parle pas trop de calvitie pour les femmes. Après, c'est un terme de vocabulaire, quoi. Et pour les femmes, l'alopécie androgénique, elle peut être liée à une hyperandrogénie, donc un excès d'androgènes, d'hormones type masculine. Donc dans ce cas-là, il faut faire un bilan pour savoir d'où vient cette hyperandrogénie, savoir si c'est une cause qu'on peut traiter. Et si on n'a pas identifié de cause, on peut avoir des traitements hormonaux qui vont aller lutter contre ces androgènes. On peut aussi utiliser du minoxidil, ou on peut, comme chez les hommes, faire des greffes, prendre les cheveux derrière et les mettre devant. Merci beaucoup Marie. À bientôt, merci. Merci Marie. Alors on a reçu la question d'une téléspectatrice à la rédaction. Dis Ali, j'ai longtemps porté les cheveux longs et il n'y a pas longtemps j'ai eu une furieuse envie de me les couper. J'ai d'ailleurs remarqué que c'était le cas de mes amis à la cinquantaine et à la ménopause. Alors pourquoi ? Et surtout, qu'en pensez-vous ? Vous ne trouvez pas que ça me va bien ? Ça vous va très bien, puis moi j'ai rien à dire. Hein. Franchement, vous êtes parfaite. Vous avez bien fait de vous les couper. En tout cas, ça vous va très bien. Alors Christophe, pourquoi est-ce que de nombreuses femmes coupent leurs cheveux à la ménopause et pourquoi le fait de changer de coupe de cheveux donne l'impression de se réinventer ? C'est vrai. Et alors, il y a la ménopause et personnellement, après toutes mes ruptures, coup de ciseau. C'est marrant ça. Oui, il y a peut-être tout simplement un aspect pratique. Hein. C'est quand même, il me semble, du haut de ma petite expérience, plus simple de prendre soin de cheveux courts que de cheveux longs. Mais je crois qu'il y a un aspect symbolique, comme vous le disiez. C'est intéressant parce que pendant longtemps, pour les femmes, se couper les cheveux, c'était un renoncement. Les religieuses se coupaient les cheveux, etc. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça évolue plutôt du côté de l'acceptation, de l'intelligence, finalement d'un gain de liberté. Je démarre quelque chose de nouveau, je me libère de tout un tas de contraintes qui existaient peut-être autour d'une obligation, de clichés sur la féminité, et je démarre sur de nouvelles bases. Là où vous avez raison, c'est qu'après la Première Guerre mondiale, les femmes ont commencé à se couper les cheveux pour dire non seulement on a fait le boulot des mecs, non seulement c'est nous qui tenions le pays, mais on a envie aussi justement de s'émanciper. Chanel invente le pantalon et tout ça, et voilà. Alors que Colette raconte que quand elle était petite, elle avait des cheveux qui allaient jusqu'aux fesses. Et quand elle se les a coupés, sa mère lui a dit « mais qu'est-ce que tu es en train de faire ?» Et effectivement, à cette époque, les petits garçons gardaient les cheveux très longs jusqu'à l'âge de 6-8 ans. Sartre raconte ça dans ses mémoires. Et à 6-8 ans, on leur coupait. Et ils devenaient vraiment des hommes en se libérant de ces contraintes de coiffure, etc. Ouais. On retrouve ça dans la religion juive, où la première coupe de cheveux pour les garçons est très tard aussi, vers 2 ans, vers 3 ans. D'accord. Alors vous le savez, l'un des grands plaisirs de la vie, c'est de se rendre dans un salon de coiffure, l'occasion de passer en revue les meilleurs noms d'enseignes, et vous allez constater que c'est la foire au jeu de mots, jugez plutôt. Ah, séductif, c'est fantastique. Séductif. Ouais.
Adulte R. Adulte R. Merveilleux. C'est fermé d'air. Faudratif R, ça c'est C'est pas mal aussi. pas mal. Bref, ce sont quand même des vrais créatifs. Hein. Ouais, on pourrait faire un voyage en Créatif. France de ça. Ouais. J'ai compris. Bravo, bravo Ali. Voilà. Alors, puisqu'on parle du salon de coiffure, pourquoi s'y sent-on si bien? Les coiffeurs sont-ils les nouveaux psys? On parle de la sociologie du salon de coiffure avec la star des coiffeurs, Nicolas Waldorf, que notre journaliste Marielle Moins a rencontré. 1, 2, 3. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir coiffeur? Mais en fait, je suis tombé amoureux de mon coiffeur. J'étais au lycée. Mes parents m'ont forcé à aller chez le coiffeur. Bon, après, ils l'ont bien regretté. Et en fait, je suis arrivé. C'était le début de ces salons un petit peu modernes, un petit peu stylés, où il y a les coiffeurs qui faisaient gicler des cheveux dans tous les sens, machin, là. Et en fait, quand je l'ai vu faire, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le vrai pouvoir d'aider les gens. C'est qu'en fait, je voyais des gens rentrer avec une démarche particulière et ils ressortaient avec une autre démarche. Et en fait, j'ai dit après à mes parents, je m'en vais avec Kevin, je vais être coiffeur, ciao. Je crois que vous vouliez que votre salon de coiffure, ça ressemble un petit peu à votre chez vous. Je voulais que ça ressemble à une maison. Je voulais recréer ce lieu de vie et d'échange, qu'on se sente à l'aise. Ici, c'est un vrai sketch. Le but, c'est que tout le monde se parle. C'est-à-dire que dès qu'une cliente est hésitante, toute l'équipe vient pour faire le diagnostic à plusieurs. Il y a tout un ballet comme ça qui se... Parce que moi, quand j'ai acheté mon premier salon de coiffure, j'ai dit, j'ai acheté un théâtre, qui veut venir? Et les clientes, spontanément, elles vont se sentir à l'aise, vous parler, oser vous raconter des choses parfois. Dès que je vois une cliente, en fonction de l'attitude qu'elle a, je vais rentrer dans le truc, je vais dire, bon, bah, alors ça va, il y a le mari, et nanana. Et... Enfin, le quartier... Les clientes, moi je sais toutes les histoires qu'il y a eu, qui trompe qui avec qui. Je sais tout. Les gens, en plus, le pire, c'est que les gens disent que je répète tout. Mais si je répétais tout, il n'y aurait plus personne dans cette rue. Ah non. Pour vous, quelle est la mission première en tant que coiffeur? Quand j'ai commencé le métier, j'ai compris une chose, c'est que tu es là pour les plus grands moments de la vie des gens. Pour la revanche, après une rupture, le nouveau job, le mariage, les fiançailles, le baptême, l'enterrement. Tu es là pour tout. Et en fait, qui est aux premières loges? Qui peut se targuer d'être aux premières loges tout le temps? Enfin, humainement, je crois que c'est un des métiers les plus beaux, quoi. C'est le meilleur observatoire humain. Du coup, est-ce que ça veut dire qu'en un clin d'œil, quand quelqu'un rentre dans votre salon, vous savez exactement à qui vous avez affaire? Je pense que j'ai vraiment beaucoup observé les femmes. Et il y a un truc que je sais, c'est que quand je vois une cliente rentrer par rapport à sa démarche, le choix de sa montre, ses bijoux, ses boucles d'oreilles, la manière qu'elle a d'avancer vers moi, je sais ce qu'il lui faut et je sais ce qu'elle n'est pas prête à faire. En fait, j'arrive à trouver ce qui va le mieux à une femme en fonction de son style et du coup, ce qui va la rendre sûre d'elle. Alors si moi j'entrais dans votre salon, vous diriez quoi? Ben, je dirais qu'il faut que tu arrêtes de décolorer tes poites comme ça parce qu'on dirait que tu as mis un briquet en dessous. J'ai pas bien vu là, mais c'est... Oui, mais en plus, c'est tout d'un coup... Alors, dernière question. Quelle coiffure sublimerait le visage d'Agathe Le Caron? Agathe Le Caron, c'est un visage ovale, hein, non? Bah, du coup, c'est bien d'avoir des longueurs qui reviennent vers le visage parce que ça lisse le visage. Donc, elle a tout compris. Je mettrais peut-être encore un petit peu plus de volume. Ah, bah là, ça lui va très, très bien. C'est vraiment, c'est la coupe un petit peu graphique. Moi, j'aime beaucoup. Il garde cette coupe? Ah oui, là, vraiment. Puis la couleur, tout ça, c'est d'un naturel. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, à bientôt. À bientôt. Alors on l'a vu dans le sujet de Marianne, les gens se livrent auprès de leur coiffeur. Spéciale dédicace à mon coiffeur à Nice, dans le 18e à Paris. Mais à l'inverse, le salon de coiffure peut être également une épreuve pour certaines personnes. Pourquoi ? C'est plutôt un moment où on se fait papouiller, chouchouter. Oui, sauf quand on souffre d'une timidité maladive, d'une peur de rougir, d'une anxiété sociale importante, parce que là, on se trouve dans une tenue un peu ridicule, avec un truc, une blouse en nylon, la tête qui sort, shampouinée, les cheveux n'importe comment, face à un miroir. On est obligé de voir une tête qu'on n'aime pas si on a des complexes pendant 20 minutes, une demi-heure. Tout le monde nous regarde. On a toujours peur d'avoir une conversation inintéressante et le coiffeur nous parle. Donc, il y a des gens qui détestent. Alors, se rendre chez le coiffeur n'est pas qu'un plaisir féminin. De plus en plus d'hommes se passionnent pour leur coupe de cheveux. Je pense évidemment aux footballeurs. Mention spéciale aux internationaux français comme Paul Pogba ou Antoine Griezmann, dont les coupes de cheveux rivalisent d'originalité. Vous partagez ce constat, Christophe ? Ah bah oui, là on est clairement dans une phase, ça n'a pas toujours été le cas, dans une phase où les hommes
hommes se donnent de nouveau le droit de faire des fantaisies capillaires jusqu'à la préciosité ou jusqu'à l'excès parfois. Et c'est vrai que ces salons de barbiers, de coiffeurs, où vous aimez bien aller apparemment, Ali, font leur retour pendant longtemps. Je ne sais pas si vous vous souvenez, moi, toute mon enfance, mon adolescence, ma jeunesse, les salons branchés étaient mixtes. Il n'y avait plus ces vieux salons seulement pour les bonhommes. Et là, c'est redevenu un lieu de virilité. C'est plus seulement la salle de musculation, c'est aussi le barbier où on se retrouve entre copains à papoter quand on aime ça. On va revenir maintenant sur le dernier combat en date pour l'émancipation du cheveu féminin, celui pour l'acceptation du cheveu blanc. Elsa et son invité ont décidé de nous en parler aujourd'hui. Il y a une chose qui est injuste, c'est que quand c'est un homme, regardez-vous, avec vos petites tempes grisonnantes, vous êtes charmant, vous êtes joli. On dit ça aussi de Georges Clooney, par exemple, quand il a eu ses tempes grisonnantes, on le trouvait très beau, très sexy. Mais pour les femmes, c'est quand même plus dur. Alors, il y a eu quand même une évolution. Aujourd'hui, on a des stars américaines magnifiques, comme Andie MacDowell, qui était à Cannes, le dernier Cannes, qui était magnifique, qui a osé montrer ses cheveux blancs, Glenn Close, ou Meryl Streep, qui est sublime. Ah, Meryl. Mais oui. Mais vous savez Meryl, elle peut France, arriver avec n'importe quelle couleur. Mais sachez qu'en France, on a des stars, nous aussi. On a des vraies stars magnifiques, avec des cheveux blancs. Alors, on les appelle les mannequins silver. Il y en a une, c'est vraiment le mannequin du moment. Je l'adore. Elle est extraordinaire. Et elle s'appelle Caroline Ida Ours. Et je vous demande de l'accueillir pour qu'elle nous parle de la liberté des cheveux blancs. Bonjour. Ah, la beauté. Bienvenue. Bonjour, Caroline, je suis trop contente de vous voir en vrai. Hein. Ah ouais. Parce que c'est vrai que vous êtes une star. Tout le monde vous connaît en Tout le monde vous veut, tout le monde vous demande. Une star, faut peut-être pas exagérer. Hein. Alors, on a vu beaucoup. Caroline Ida, vous avez 62 ans. Ouais. Ça fait 2 ans qu'on vous voit sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui a fait que vous êtes comme ça lancée sur les réseaux ? Un accident de santé, en fait, très grave. C'était il y a 4 ans maintenant, en fait. Et quand je me suis réveillée, je me suis dit, il faut que je sois entrepreneuse de ma vie. Pardon, je me permets de vous couper la parole. En fait, pour qu'on sache mieux, vous avez eu une rupture d'anévrisme. Ouais. Vous avez frôlé la mort. Ouais. Vous vous êtes réveillée comme ça. Et puis aussi, vous avez perdu votre travail, je crois. Oui, en fait, quand je me suis réveillée, je me suis dit, je ne peux plus retourner en arrière. C'est un signe de l'univers, certes violent, mais il faut que je fasse quelque chose. J'ai des gènes d'entrepreneuse, donc il fallait que je fasse quelque chose de moi, en fait. Et voilà, je me suis lancée sur les réseaux, ne sachant absolument pas ce que ça donnerait, mais je sentais ces ondes et je me suis laissée pousser par ces ondes positives. Alors que vos enfants, votre famille, les gens autour de vous, vous disiez, mais ça va pas du tout, mais qu'est-ce que tu fais ? Mais c'est n'importe quoi. Oui, c'était exactement ça. Et alors aujourd'hui, vous vous définissez, et c'est ce qui me parle beaucoup, vous vous définissez comme le porte-parole des invisibles, toutes ces femmes de plus de 50 ans qu'on ne voit plus. Et vous m'avez dit que votre premier geste féministe, ça a été d'arrêter d'acheter les journaux féminins, justement parce que vous en aviez marre de ne pas voir des femmes comme vous. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, quand j'étais je dirais dans la vie active, que j'avais un travail, etc., je regardais tous les magazines, je voyais des jeunes femmes magnifiques, mais en fait, je ne faisais pas attention qu'il n'y avait aucune représentation de femmes de plus de 50 ans. Et quand vraiment je me suis réveillée et que j'étais consciente de tout ça, que j'ai ouvert les magazines, mais je me suis dit, mais où sommes-nous ? En fait, on n'existe pas. Et c'est de l'agisme, mais l'agisme, c'est une discrimination complémentaire de la société envers les personnes qui vieillissent. Mais c'est dingue. Moi, ça me rend folle, quoi, en fait. Caroline, Ida, il y a 2 ans, vous avez décidé d'arrêter les colorations parce que vous étiez blonde, vous avez accepté vos cheveux blancs, mais parce que vos cheveux se cassaient. Comment ça s'est fait, ce passage ? En fait, moi, vous parliez de la coloration végétale. J'avais déjà commencé par la coloration végétale parce qu'en fait, je faisais des allergies aux colorations. J'ai été blonde depuis que j'ai 15 ans avec des longs cheveux comme ça. Et puis, oui, il y a 3 ans, j'ai commencé à perdre beaucoup mes cheveux. Et je me suis dit, mais c'est pas possible, en fait, c'est notre parure. Chez les femmes, Et je me suis dit, bon, alors moi qui détestais les cheveux blancs, qui faisais la guerre à ma mère dès qu'elle avait les racines, et moi qui me faisais la guerre à moi-même, je me suis dit, non, je peux pas, il faut que je reste libre. Enfin, j'ai acquis cette liberté, et mes cheveux font partie de cette liberté, donc je les laisserai tels qu'ils sont, peu importe ce que les gens pensent. À 62 ans, personne ne doit me dire ce que je dois faire.
Alors Audrey, je me demandais pourquoi nous ne sommes pas tous égaux face aux cheveux blancs. Certains en ont à 20 ans, d'autres bien plus tard. À quoi est-ce dû? Et surtout, existe-t-il des solutions pour retarder l'apparition des cheveux blancs? Alors, je vais être assez directe, la réponse est non. Il n'y a pas de solution pour retarder les cheveux blancs, à part essayer d'avoir la meilleure hygiène de vie possible. Il y a vraiment des facteurs génétiques qui font que certaines personnes ont des cheveux blancs qui apparaissent plus tôt dans la vie que d'autres. Ce qu'on sait au niveau moléculaire, dans la racine du cheveu, c'est que c'est ce qu'on appelle le stress oxydatif, c'est-à-dire les radicaux libres qui sont présents dans la racine du cheveu, qui vont aller petit à petit diminuer la production de mélanine jusqu'à l'arrêter complètement. Et c'est là où le cheveu devient tout blanc. Mais au début, il y a des phases où le cheveu est blanc et puis il se repigmente, et puis c'est pour ça que sur les premières années on a quelques cheveux blancs et puis on a l'impression que ça va mieux et puis ça revient jusqu'à ce que le cheveu devienne blanc de manière fixe. Christophe, l'influence du stress, d'un choc traumatique, ça peut provoquer l'apparition de cheveux blancs? Oui, on a des études assez passionnantes. Alors, on a même des études expérimentales sur des souris noires qu'on soumet à des stress importants, les enfermant, les privant de tout un tas de choses dont elles ont besoin, et dont on fait blanchir le poil en quelques mois par usure, par stress chronique. On pense que chez l'humain, en partie, il y a les facteurs génétiques dont parlait Audrey, le stress est un facteur aggravant si on a les prédispositions. Et puis on a ces histoires incroyables, comme celle de Marie-Antoinette, la reine Marie-Antoinette, dont les cheveux blanchissent en une nuit, la veille de son exécution. Le philosophe anglais Thomas More aussi, avant sa condamnation à mort, enfin avant le jour de sa décapitation, ses cheveux blanchissent. Alors là, c'est d'autres mécanismes. Le stress aigu, ça ressemble, d'après certains travaux que j'ai pu voir, vous en savez peut-être mieux que moi, à une maladie auto-immune qui s'attaque carrément aux cheveux. Et d'ailleurs, ces transformations soudaines de cheveux blancs, c'est souvent chez les gens qui ont déjà une chevelure poivre et sel. Leurs cheveux colorés tombent et il ne reste plus que les cheveux blancs. Ma dernière question, c'est qu'est-ce que vous pourriez dire aux conseillers, aux femmes qui vous regardent et qui n'osent pas justement passer ce pas-là? Il faut juste se laisser porter par ce qu'on a à l'intérieur, et puis il faut faire un travail intérieur, parce que tant qu'on se sent bien avec soi-même, peu importe la couleur de cheveux qu'on a, qu'ils soient longs, courts, blancs, roses, peu importe. Moi, peut-être que demain, j'aurais envie de me faire les cheveux roses et de les couper. Mais c'est ça, il faut vraiment se sentir bien avec soi-même, et du coup, il va y avoir un rayonnement, et peu importe l'extérieur des cheveux, de la couleur des cheveux. C'est dans l'attitude que ça se passe. C'est ça, c'est la leçon que vous nous donnez aussi, parce qu'on sent sent qu'il rayonnez. Ouais, c'est ça. Ah, ça, vous rayonnez, vous êtes À mon avis, solaire. c'est Merci beaucoup, Caroline Hidaours, Merci. pour ce témoignage. Et puis merci à Audrey aussi d'être venue sur le plateau. Je rappelle que votre livre « Faire la paix avec sa peau » est disponible aux éditions Larousse et qu'on peut vous suivre aussi sur vos réseaux. Vous êtes particulièrement suivis d'ailleurs. Amis téléspectateurs, il est temps de retrouver le docteur Gérald Kierzek qui répond à toutes vos questions sur le cheveu. Place à la téléconsultation. Merci Audrey. On enchaîne les médecins. C'est gentil, vous m'avez mis une petite brosse, c'est sympa. Oui, alors vous êtes parfaitement broché, docteur, si je peux me permettre. Je vous remercie. Bonjour, docteur Gérald Kierzek. Encore une fois, les téléspectateurs ont plein d'interrogations. On les salue. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors, on commence avec Élodie. Vous avez une question pour notre docteur Kierzek. Oui, bonjour tout le monde. Moi, j'avais une petite question. Je voulais savoir s'il y avait des aliments à privilégier pour avoir des cheveux en bonne santé. C'est une excellente question parce qu'on a beaucoup parlé dans cette émission de soins extérieurs, les shampoings, on a même vu de la médecine esthétique, mais en fait, le carburant, il est à l'intérieur. Et l'alimentation, oui, elle est importante parce que quand on a des carences en vitamines, je pense à des vitamines comme la vitamine D, des oméga 3, donc tous les aliments qui sont riches en oméga 3, en vitamine D, en vitamine C, vont être l'essence pour la croissance du cheveu. Et c'est important parce que le cheveu, il pousse régulièrement, c'est à peu près 1 centimètre par mois, mais surtout, il faut le nourrir parce que le cycle de vie d'un cheveu, c'est 5 à 7 ans. Donc on a intérêt à en prendre soin parce que le cheveu, il va devenir cassant, il ne va pas avoir de kératine si vous mangez peu de protéines. Exemple, vous êtes carencé en viande ou vous ne mangez pas d'œufs et vous n'avez pas de protéines, eh bien la kératine qui va venir tapisser et faire la force du cheveu, vous n'en aurez pas. Donc vous avez besoin d'avoir des protéines, des vitamines,
vitamines, éventuellement des cures, des compléments alimentaires, mais surtout, ça veut dire quand on perd ses cheveux ou quand on a une texture qui est un petit peu différente, il faut regarder du côté de l'alimentation et regarder du côté des carences vitaminiques et regarder aussi du côté des hormones, on n'y pense pas assez, mais la thyroïde par exemple, un des signes d'hypothyroïdie, de baisse de fonctionnement de la thyroïde, c'est d'avoir des cheveux un peu différents, voire une perte de cheveux, voire les sourcils aussi, c'est ce qu'on appelle le signe de la queue du sourcil, c'est-à-dire que la queue du sourcil, ça va partir un peu ou ça va être beaucoup plus fin. Donc bien sûr, l'alimentation est extrêmement importante. Alors, nouvelle téléspectatrice, bonjour Charlotte. Bonjour docteur, pourquoi certaines personnes ont des pellicules et d'autres non? Comment les traiter? Alors, il y a des cuirs chevelus à pellicule parce que les pellicules, c'est des petits squames. C'est le cuir chevelu, la peau qui va desquamer. Ça, c'est les pellicules sèches. Et puis, il y a un autre type de pellicule qu'on appelle les pellicules grasses. Et ces pellicules grasses, c'est plutôt de la dermite séborique. C'est de l'inflammation du cuir chevelu. C'est un excès de sébum. Et on en a souvent dans les cheveux. Alors, ça fait sur la veste, ça fait des traces pas très saillantes. Mais il y en a aussi sur les ailes du nez. Il y en a un peu derrière les oreilles. Ça gratte, c'est rouge. Et ça, c'est lié à un champignon. Donc, déjà, quand on a des pellicules, c'est pas une fatalité. Donc, Charlotte, si vous avez ce problème-là, consultez votre médecin, un dermatologue, parce que ça peut valoir le coup, notamment dans le cadre de ce champignon, de mettre un antifongique, un médicament qui va permettre de détruire ce champignon. Et je pense au kétoconazole, c'est le nom savant de ce médicament. C'est des shampoings, vous les laissez poser pendant 5 minutes, et puis vous refaites des cures comme ça régulières. Ça va détruire le champignon et ça va détruire les pellicules, en tout cas éliminer les pellicules. Charline a une dernière question à vous poser, docteur. Oui, on entend beaucoup parler des compléments alimentaires, mais aussi de la tendance des gummies, et je voulais savoir si ça fonctionnait vraiment. C'est ça, les gummies. Ouais. C'est quoi? Les gummies, c'est tout simplement des compléments alimentaires. C'est-à-dire, quand je regarde, vous voyez, là, il y a du zinc, de la vitamine B6, du sélénium et de la biotine, qui est une vitamine aussi. Donc, c'est sous forme de gomme. Alors, c'est plutôt... Là, je ne suis pas sûr qu'il y ait du sucre, mais il faut faire attention parce qu'il y a parfois des gummies avec du sucre, donc il faut quand même éviter les glucides. Ça peut être un peu addictif, parce que c'est très bon. C'est comme des bonbons. C'est hyper plaisant, c'est hyper addictif et il y a des glucides et on sait que c'est quand même pas très bon, mais surtout quand je vois zinc, vitamines, c'est très bien. Mais ça fait partie de ces fameux compléments alimentaires qu'on peut prendre en cure. On prend un mois en début d'hiver, par exemple, ou à l'automne, et puis après, en fin d'hiver, quand on est un peu carencé. On peut remplacer le zinc, le sélénium, il y en a dans les fromages, il y a de la vitamine aussi dans un certain nombre de fruits et légumes. Donc ça peut être le petit coup de pouce à un moment donné, mais ça ne doit pas remplacer une alimentation équilibrée. Vraiment, l'alimentation équilibrée, je crois que c'est de saison et de proximité, c'est encore le meilleur moyen de laisser faire la nature. Docteur, on a reçu le message d'un illustre téléspectateur qui nous dit « Salut les amis, c'est Michel Houellebecq ». On est quand même suivi par les plus grands. J'ai suivi le conseil d'une amie pour avoir des cheveux brillants, faire une cure de sébum. Ça fait 20 ans que je m'y essaie. Serait-il temps de me les laver, peut-être? Ouais, au bout de 20 ans, c'est pas mal. Alors, les cures de sébum, c'est une espèce de mode. L'idée, c'est de retrouver l'équilibre naturel de la sécrétion de sébum. Parce qu'en fait, plus on lave les cheveux, plus on va sécréter du sébum et plus on va finalement avoir les cheveux gras et avoir des pellicules, etc. Donc, c'est une espèce de cercle vicieux. Donc, l'idée de la cure de sébum, c'est pendant quelques jours, voire quelques semaines au maximum, de dire on ne se lave pas les cheveux, on rééquilibre un peu la sécrétion naturelle et donc on va avoir les cheveux un peu gras, on n'utilise pas de shampoing, c'est la tendance no-poo, comme on dit, on va quand même les brosser, on peut éventuellement mettre de l'eau et les sécher avec une serviette, mais on va laisser se réguler ce sébum-là, et puis après, on va les relaver. Alors ça ne sert à rien, sinon tous ces efforts auront été vains, Michel Houellebecq ou aux gens qui nous regardent, ça ne sert à rien d'aller les réagresser. Donc quand on va les relaver, il faut les relaver avec des produits non agressifs, mais le mieux, le trop c'est comme le pas assez, donc c'est de se laver régulièrement, pas tous les jours les cheveux. Enfin, en tout cas, on comprend pourquoi c'était à la mode pendant le confinement, surtout, parce que... Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont posé des questions. Merci, docteur. Il est maintenant temps pour Marianne de découvrir le résultat de sa coiffure dans l'écran. Le petit cri. Ah, c'est drôle. Alors, Marianne? J'ai l'air en bonne santé, en meilleure santé. J'ai vraiment l'air en meilleure santé, je trouve. Ça vous va très bien. Non, j'aime bien. Ouais. Je ferais une petite couleur un peu blonde quand même pour... Parce que du coup, il y avait un balayage sur les longueurs. Et Donc, Nassali, il faudra peut-être remettre un petit peu de blond alors? Tout à fait, on en parlait justement de remettre un peu de blond dedans.
c'est souhaitable. Merci beaucoup, Nathalie. Merci aussi pour tes précieux conseils aujourd'hui. Et ben voilà. Il est l'heure de la musicothérapie avec le docteur S Musique, André Manoukian. Viens voir le docteur. Viens voir le docteur, non, on n'est pas... On a créé une petite choré avec Ali sur ce jingle. Bon, quand on parle cheveux et musique, André, forcément, on pense au mouvement hippie. On pense au mouvement hippie. Alors, c'est pas les hippies qui inventent tout de suite les cheveux longs. Hein. Un tout petit peu avant, il y a quand même les Beatles qui, eux, sont influencés par l'esprit troubadour. Un petit peu avant, il y a les beatniks qui, eux, ne vont pas chez le coiffeur. Mais c'est vrai que l'apogée de « je commence à me laisser pousser les cheveux », un petit peu avant, il y a les Apaches aussi. Hein. Ça, c'est en France dans les années 30. Encore une fois, chaque fois qu'on veut être un peu rebelle, on évite d'aller chez le coiffeur. Mais vraiment, les hippies, ça va être l'apogée du mouvement. Des hommes qui se laissent volontairement pousser les cheveux très longs. Il y a aussi la guerre du Vietnam qui est importante, qui va, fédérer le mouvement hippie, le rendre carrément militant. Et surtout, les GI étant rasés, ça va être un parfait contrepoint et même, je dirais, peut-être un antidote d'une certaine manière. Alors, le mouvement hippie va culminer avec un festival qui est pratiquement improvisé en 69. On attend 50 000 personnes et il y en aura 300 000. On va rajouter une journée de plus. C'est le mythique Woodstock. On les voit tous, ils sont tous là. J'ai choisi Janis Joplin. Pourquoi ? Parce que finalement, c'est peut-être une des voix, c'est peut-être une des blanches qui a la voix la plus soul. On ne peut pas s'empêcher de penser de ne pas penser à Aretha Franklin quand on l'entend. Elle a une voix bluesy, elle a une voix complètement... Comme la mienne, non ? Exactement, comme vous quand vous chantez Imagine. Et morte seulement à 27 ans. Alors c'est le mythe des 27. D'ailleurs, les trois qui sont là font partie du club des 27. Jimi Hendrix, mort d'une overdose. Janis Joplin, mort d'une overdose. Et Jim Morrison aussi, mais lui, à Paris, beaucoup plus chic. Est-ce que c'est le club des 27 ? Je ne sais pas. C'est une légende. En tout cas, en hommage... Amy Winehouse est morte à 27 ans aussi. Aussi, ouais. Ce qui fera dire à Philippe Manœuvre que tous les rockers qui sont vivants après 27 ans, c'est des bidons. Mais non, il ne faut pas exagérer quand même. Pour rendre hommage à Janis Joplin, moi j'ai invité Lee Diop qui va nous interpréter un de ses tubes avec une voix... bonjour Lee Diop. Bonjour Lee Diop. Lee Diop, c'est ma Janis Joplin à moi. Et on va vous chanter Cry Baby, c'est la chanson qu'il a choisie.
Oh, magnifique. Magnifique. Bravo, bravo, Bravo. bravo. Merci beaucoup André et merci Lidiop que je vous invite à suivre sur ces réseaux pour retrouver toutes ces dates de concert. Un moment suspendu. Merci à vous tous de nous avoir suivis ce matin dans Bel et Bien. Ali, je le rappelle, on vous retrouve tous les matins sur France Inter dans Grand Bien vous fasse. C'est à 10h05. Et vous évidemment dans la Maison des Maternelles tous les jours à 9h30 sur France 2. Enfin, branchez-vous vers 9h15 quand même, on ne sait jamais que ça démarre plus tôt. Et puis quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même jour, même équipe, même chaîne, même tout. Et d'ici là, prenez soin de vous surtout. Salut!